en piste. Rebonjour ou bonjour à ceux qui n'étaient pas là à la précédente conférence. Donc, on commence par le BIM sur l'existant et la réhabilitation. L'idée était, on entend beaucoup parler de BIM et de se dire c'est pour des projets neufs, c'est que pour des opérations de construction. Mais comment ça se passe puisque le parc existant est quand même majoritaire et comment est-ce qu'on peut y venir? Je vous propose donc 3 interventions. Donc Anna Guevara d'Escalereca qui va vous parler effectivement des différentes entreprises qui ont mis en œuvre une numérisation de bâtiments dans un contexte BIM. Le but n'est pas seulement de faire de la maquette numérique et d'aller vers de la réhabilitation. On aura ensuite la vision d'un géomètre expert parce que justement dans la filière du bâtiment, c'est une profession dont on ne parle peut-être pas suffisamment, ou en tout cas, voilà, c'est bien. Et c'est intéressant d'avoir justement cette vision parce que vous êtes à l'amont et à l'aval. Et pour conclure, on aura donc Jean-Yves Collas sur la partie Cercle Qualitel pour présenter effectivement, aller un peu plus loin. On parle d'existant, mais finalement derrière il y a l'usager, le locataire, et avec un outil qui est assez intéressant et on va pouvoir finalement avoir une petite vision de ce qu'est la carte vitale du bâtiment. Anna, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être ici. Je ne sais pas si on m'entend ou pas. Si, c'est bon. Donc, je me présente, je m'appelle Anna Guevara. Je travaille dans un cluster d'entreprises au Pays Basque qui s'appelle Escalereca. Nous sommes une association qui regroupe des intervenants de la construction, donc architectes, ingénieurs, économistes, entreprises. On travaille beaucoup avec des universités, des centres de recherche, dans l'objectif de créer un véritable réseau de partenaires qui innovent. Donc l'innovation, c'est vraiment très large. Dernièrement, on s'est vraiment concentré sur la thématique du numérique et de la réhabilitation. Donc ce matin, je vais vous parler un peu de comment on passe d'un relevé numérique en 3D à une maquette BIM. Donc tout d'abord, je vais faire un rappel sur qu'est-ce que c'est un scan 3D, qu'est-ce que c'est un relevé 3D. Puis on va parler du BIM pour la réhabilitation et comme disait Gersandre, c'est un point qu'on ne parle pas beaucoup. On nous dit souvent que le BIM ne sert pas vraiment en réhabilitation. Donc on va un peu parler de ça et comment on passe vraiment du scan au BIM. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas un relevé 3D, ça se fait avec un laser 3D qui permet de faire un balayage à travers de faisceaux infrarouges à 360 degrés. Il va repérer des millions de points et il va prendre des photos en même temps. Donc la précision est au millimètre et on pourra prendre des photos en noir et blanc ou à couleur avec une qualité vraiment extraordinaire. Pour faire un relevé 3D, il faut placer le scan 3D pièce par pièce en suivant un cheminement précis et le scan va reconnaître ce cheminement à travers des cibles que vous pouvez voir, donc ces sphères blanches ou bien ces carrés noirs. Donc le relevé se fait intérieur et extérieur dans l'objectif d'obtenir un nuage de points. Donc quels sont les rendus qu'on obtient de ce relevé? Donc tout d'abord, on va avoir le nuage de points complet qui est très très lourd et qui n'est pas exploitable directement. Donc pour avoir des plans en 2D, on fait des coupes de ce relevé, de ce nuage de points. Et on peut aussi avoir des coupes transversales, des sections. On peut avoir des photos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi l'accès à une visite virtuelle. Donc, c'est-à-dire, je vais me connecter sur une plateforme sur laquelle je vais rentrer mon mot de passe, mon numéro d'utilisateur, et je vais avoir accès à mon projet sur lequel je pourrais me balader à l'intérieur. Donc, pour faire simple, c'est une sorte de Google Street, pour ceux qui connaissent, mais de mon bâtiment. Donc je vais pouvoir me balader, je vais pouvoir prendre des mesures qui sont à l'échelle, parce que derrière cette photo que vous pouvez voir, c'est pas vraiment une photo, c'est un nuage de points qui est derrière, donc je vais pouvoir prendre des mesures à l'échelle. Je vais pouvoir faire des annotations. Donc c'est un outil qu'on peut partager, vraiment. On peut partager ses codes d'accès avec tous les intervenants de mon projet, faire des annotations, et c'est vraiment le début d'un travail collaboratif
en réhabilitation. Quels avantages? Donc, le relevé va être plus rapide, plus précis, plus exhaustif. Tout le monde va pouvoir l'utiliser. On aura un seul et unique relevé qui va être partageable par tout le monde. Donc, c'est déjà une bonne base de travail parce que souvent, entre l'architecte et les entreprises, on n'a pas les mêmes surfaces, rien que ça. C'est quelque chose d'ergonomique et interactif parce qu'on peut avoir accès à cette plateforme en direct, en ligne, qui va nous permettre de prendre des cotes à distance. Si j'ai oublié de mesures pendant ma visite, je vais pouvoir les reprendre. Donc c'est une collaboration très efficace entre déjà la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. C'est un relevé sans risque d'oubli. Donc si mon chantier il est à 300-400 km, si j'ai oublié quelque chose, si j'ai oublié une cote, si j'ai oublié la fenêtre, si j'ai oublié la place du radiateur, je vais pouvoir tout repérer à travers ma plateforme virtuelle. Et un relevé de ce type-là va permettre de mieux préparer mon chantier. Je vais pouvoir le passer aux artisans, aux entreprises qui vont pouvoir mieux chiffrer leurs travaux. Et le BIM dans tout ça, on a déjà fait une 50aine de chantiers avec un relevé 3D. Et petit à petit, on a fait des sensibilisations sur le BIM depuis 2010 aussi. Mais bon, le BIM, c'est toujours un peu plus dur à faire comprendre, surtout aux entreprises. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Et on a toujours ces idées de le BIM n'est pas adapté pour des petits projets. Le BIM, c'est pas adapté pour la réhabilitation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le BIM, c'est oui, il y a des outils, il y a des logiciels, mais le plus important pour moi, et en tout cas c'est ce que j'essaie de faire montrer, d'insister en formation, c'est que le BIM, c'est vraiment un état d'esprit. Ça me fait plaisir d'entendre les intervenants de l'atelier 4 de dire que c'est de la collaboration avant tout. C'est tout à fait ça, c'est un état d'esprit, c'est la collaboration et c'est de la volonté. Donc peu importe si mon chantier, c'est un chantier de réhabilitation, si mon chantier il est petit, si on commence déjà par partager entre les acteurs, rien qu'un architecte, un bureau d'études et une entreprise, commencer à se passer la maquette numérique, partager, travailler sur des outils gratuits comme des visionneuses, rien que ça, c'est un bon début pour travailler en BIM pour la réhabilitation. Donc le BIM est avant tout un processus de gestion du projet qui va intervenir dès la phase programmation jusqu'à l'exploitation. Ça va nous permettre, bon ça je pense que vous le savez déjà, mais ça va permettre de construire virtuellement avant de construire, optimiser toutes les étapes de mon projet et surtout avoir un modèle numérique que la maîtrise d'ouvrage pourra utiliser pour l'exploitation et maintenance. Bon, les avantages du BIM, je vais passer rapidement sur ça, vous les connaissez. C'est juste pour vous dire qu'on retrouve les mêmes avantages pour une opération neuve, très grande, avec plein d'intervenants, que pour une opération petite de réhabilitation. On va trouver exactement les mêmes avantages. On va mieux coordonner les ingénieries, on va mieux coordonner les entreprises, on va éviter les déchets sur chantier, on va avoir une meilleure maîtrise des quantitatives, on va pouvoir faire de la synthèse 3D avec des visualisateurs qui peuvent être gratuits, qui vont permettre d'être mis sur tablette. Et tout ça, ça va permettre de modifier le projet en temps réel. Comment on passe du scan 3D au BIM? Donc on a fait plusieurs expériences sur ça. Ce n'est pas automatique. On ne peut pas prendre un nuage de points sorti d'un scan 3D et directement avoir une maquette numérique BIM. Pour l'instant, en tout cas pour nous, pour les chantiers qu'on mène et pour ce qu'on essaye de faire, c'est pas possible de manière automatique. On travaille beaucoup sur des chantiers très vieux, donc Bayonne Centre Ancien par exemple. Et là, on a des formes qui ne sont pas du tout régulières. On a des formes gauches. On n'a pas un logiciel magique qui va nous dire bon, on va prendre mon relevé et je vais pouvoir avoir une maquette 3D parfaite. Donc, pour essayer de trouver des solutions et d'éviter de passer par la 2D. Parce que qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait un scan 3D, on faisait des plans 2D sur AutoCAD et on donnait ça au client. Actuellement, ce qu'on essaye de faire, c'est on va mettre directement des fonds de plan. Donc, par exemple, sur un chantier ADAX, qu'on a travaillé sur des logements, l'objectif, c'est d'extraire de notre nuage de points
des photos, des orthophotos qu'on appelle, c'est-à-dire des coupes de mon nuage de points que je vais venir mettre en fond de plan sur mon logiciel BIM. Et je vais pouvoir retracer mon relevé avec le logiciel BIM et je vais obtenir une maquette numérique qui va être conforme à tous les acteurs et conforme à la réalité surtout. Donc là, on peut voir une orthophoto, je ne sais pas si ça se voit bien. Donc ça, c'est le relevé du bâtiment à Dax, le relevé 3D, donc le nuage de points. On a fait une coupe qu'on appelle une orthophoto, qui se trouve à gauche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité ce nuage de points. On l'a allégé. On a enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire. Donc par exemple, lorsque c'est un site occupé, on va enlever tous les meubles, on va enlever tous les objets personnels, on va devoir nettoyer tout ce nuage de points. On va importer les scans sur le logiciel BIM. On va ajuster toutes les vues. On va utiliser aussi en même temps la plateforme avec les accès pour avoir les bonnes hauteurs de chaque partie du bâtiment. Et on va pouvoir dessiner le bâtiment à travers ces orthophotos et l'utilisation de la plateforme indiquée. Donc les avantages, c'est qu'on va passer directement du relevé de la maquette sans passer par la 2D. Et on va avoir une meilleure précision. Notre maquette, elle va être vraiment conforme à la réalité. Si j'ai plusieurs doublages, je vais pouvoir les identifier dans ma maquette, par exemple. On peut avoir une détermination exacte des altitudes, des pentes, des marches et surtout des déformations. À Bayonne, on a constaté qu'on a vraiment de la déformation des planchers et ça, on le voit clairement avec le scan, on peut le quantifier complètement. On peut voir toutes les poutres, toutes les solives. C'est vraiment un outil qui nous donne une précision extraordinaire. Et aussi, on peut avoir une deuxième méthode, c'est-à-dire qu'on va intégrer tout le nuage de points sur des logiciels BIM. Donc on va prendre tout le nuage de points extrait du relevé 3D, on va l'intégrer dans des logiciels BIM, on va le nettoyer, on va dessiner en face, on va dessiner en même temps, sans la nécessité de faire des coupes ou faire des orthophotos. Donc, pour illustrer un peu tout ça, donc voici une orthophoto. C'est un plan 2D issu du nuage de points, donc vous pouvez voir que c'est vraiment des petits points qui ont été relevés par le scan 3D. Et voici la maquette 3D, construite à partir de relevés 3D. Ça, c'est les plans qui avaient été faits en parallèle par un géomètre classique. Et on a pu comparer les deux plans, donc on n'était pas trop loin. On avait quelques différences de surface, on avait quelques différences du salon. Tout ça, bon, on l'a comparé, on a vu quelles étaient les différences. Donc voilà pour ma présentation. Je vais laisser les autres intervenants compléter tout ça. Justement, tu parlais d'un géomètre classique. On en a un numérique. Voilà. Effectivement, on voit que d'autres acteurs que les géomètres finalement font du relevé, mesurent. Alain Pape, quel métier vous allez exercer? Que devient votre métier avec le BIM? J'ai 10 minutes, pas 1h30 comme le temps du TGV. Non, c'est pas possible. Mais si vous avez des questions à poser à Alain Pape après, il sera à votre disposition. Juste une présentation rapide. Donc, après avoir présidé l'Union nationale des géomètres experts, c'est-à-dire avoir été le Pierre Mitt des géomètres experts, j'ai laissé la présidence et on m'a gentiment confié un programme de recherche et développement au sein de la profession qui m'a amené et qui m'amène encore aujourd'hui à participer dans le cadre du plan numérique. Alors ça, fallait pas le mettre tout de suite parce qu'ils vont plus regarder que ça. Hein. Ça, c'est la récréation. Et donc, effectivement, je participe dans le cadre du plan numérique du bâtiment, un groupe de travail qui est en plein dans le cœur de ce sujet, de cet atelier, qui est la numérisation et modélisation du bâti dans le cadre des projets de réhabilitation. Vaste programme. Vous l'avez compris avec l'intervention qui a été faite juste avant, et en fait, ça s'est super bien calé. Effectivement, l'avenir du mesurage, c'est le nuage de points. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, géomètre, l'est-on encore géomètre? Ça devient quelque chose de très compliqué, dans la mesure où sortir son ruban, ou sortir son théodolite, ou sortir son disto pour prendre des cotes, devient quelque chose qu'on fait de moins en moins, puisqu'en fait, comme ça a été dit tout à l'heure, on va mesurer directement sur le nuage.
Et c'est dommage de prendre une cote. Si on oublie, il faut revenir. On prend un nuage, il prend tout. Et une fois qu'on a le nuage, et ben ça y est, c'est parti, on peut travailler. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, quand on veut travailler sur le nuage, c'est quand même un peu du sport. C'est pas accessible, c'est pas encore accessible au grand public, entre guillemets. Par contre, ce qui est sûr, et on voit à la vitesse comment les choses ont évolué, c'est que la puissance de calcul va très rapidement faire que ce qu'on n'arrive pas à faire en automatique aujourd'hui, on se donne 5 ans, en automatique, ça va se faire. J'ai à côté de moi cet objet magique. Vous réfléchissez à ce qu'il faisait il y a 5 ans, à ce qu'il fait aujourd'hui, ça peut vous donner une idée de comment les choses peuvent évoluer, y compris dans un domaine professionnel comme le nôtre. Donc là, on peut remettre la vidéo, effectivement, parce que, outre le fait d'avoir effectivement des activités syndicales et de piloter un groupe de recherche et développement, j'ai aussi une entreprise de géomètres experts sur Paris avec 40 personnes, où on a une cellule de recherche et développement dont le boulot est de rechercher ce qui se fait en technique, en technologie, parce que la France, c'est bien, mais ailleurs, ça bouge beaucoup, voire beaucoup plus vite. Donc effectivement, en termes de numérisation, ce qui a été décrit tout à l'heure, et qu'on utilise aussi en tant que géomètre, effectivement, c'est de prendre un scanner fixe 3D, se mettre dans chaque pièce. Vous avez vu au travers du descriptif que c'est quand même assez fastidieux, parce que voilà, faut prendre du temps. Aujourd'hui, il existe des produits, en tout cas un, qui vient d'Australie, qu'on utilise depuis déjà un certain temps, qui porte le nom de ZBD. Alors ZBD, pour ceux qui ne parlent pas trop anglais, ça veut dire Zébulon. Et pour ceux qui se rappellent, Zébulon, c'est le manège enchanté, monté sur ressort. Ben effectivement, c'est monté sur ressort, et le gros avantage, c'est qu'en fait, c'est un scanner mobile. C'est-à-dire qu'on n'a plus le problème du positionnement, on se déplace là où il faut aller. Placer un pharo dans un WC d'1 mètre carré, des fois, on galère quand même, hein. Voilà, ou escalier en colimaçon. Là, c'est simple, on marche et en même temps, ça numérise. Ce qu'il faut voir, je ne sais plus ce qu'il y a dans les slides après. C'est moi qui pilote, c'est ça ? Alors, comme tu m'as effacé plein de trucs, je ne sais plus du tout ce que j'ai encore. Donc, effectivement, l'avantage d'un scanner mobile, en termes de prix, on est un peu moins cher qu'un scanner fixe. Mais surtout, c'est qu'on peut accéder à des choses sur lesquelles on pouvait pas avoir avant. À la limite, imaginez que c'est comme si vous aviez une vidéo à faire sans caméra. Et que, comme vous n'avez pas de caméra, vous prenez plein de photos. Alors, c'est vrai que c'est très long à prendre des photos. L'avantage, c'est qu'en ayant un scanner mobile, vous vous déplacez dans les pièces que vous voulez. Donc, des locaux encombrés de petites dimensions, on peut aller très vite. On peut rendre des données sous un délai très court parce que on a de la demande aujourd'hui, et je pense que vous aussi, de gens qui veulent juste le nuage de points, qui disent on va se débrouiller avec le nuage de points. Donc de géomètres, j'ai tendance à dire on est devenus des géonumériseurs, puisqu'on numérise, on numérise le monde plutôt que de le mesurer au sens traditionnel du terme. Ah bah ça marche plus, j'ai pas de chance. Ah, j'avais mis en enchaînement automatique. Mais la technologie, c'est pas mon truc, c'est pour ça. Donc voilà, il y a des mises en œuvre, effectivement, parce qu'il y a forcément des contraintes d'un appareil mobile, c'est-à-dire que l'appareil mobile, puisqu'il bouge, il ne supporte pas trop que ça bouge autour de lui. À la différence, effectivement, d'un appareil fixe qui dit si finalement ça bouge, autour il y a des gens qui bougent, c'est pas grave, moi je bouge pas, donc je vais bien voir les éléments fixes. Donc effectivement, on doit respecter certaines règles de mesurage. C'est quand même un outil dans un espace dégagé où dans la journée, vous numérisez 4000 m² sans trop de difficultés. Ça situe un peu, quoi. Je ne vous dis pas la révolution qu'on a, nous, dans la profession, où j'ai encore des équipes classiques qui me disent bon, ça, t'en as pour 3 jours, et quand j'en vois en numérisant, je dis là, il y en a pour 2 heures. Ça vous situe ce qu'on va vivre dans notre profession en termes d'explosion des méthodologies, quoi. Ouais, ça marche. Donc en fait, là j'ai pris un exemple brut de décoffrage, parce qu'en fait le problème c'est que, et c'est une demande d'ailleurs qu'on a dans le groupe de travail numérisation, c'est de dire ce qu'on veut c'est que ça soit démocratisé, c'est-à-dire que s'il faut investir 30 000 € dans un appareil, 15 000 € de logiciel, former un ingénieur pour dire, en fait c'est pour juste calculer une hauteur sous plafond, c'est moyen quand même, hein, on sent bien que ça va avoir du mal à passer. Là on a pris l'exemple, une petite maison, un peu moins de 100 m². Pour obtenir ce travail brut, temps de terrain et de bureau, 1 heure. Il suffit d'1 heure.
20 minutes pour tourner sur le pavillon intérieur-extérieur. On lance le calcul. Derrière, on sort une coupe. Et là-dessus, on peut mesurer, c'est ce qui était montré tout à l'heure, effectivement, d'extrusion, soit en coupe, soit, je vais la voir juste après, voilà exactement, soit en plan. Alors ça, c'est du brut de décoffrage. C'est rassurant pour beaucoup de gens parce qu'en fait, on se rend compte que quand on numérise, ce qui nous est demandé très 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 souvent, on ne peut pas avoir un plan en PDF, s'il vous plaît, parce que juste avec des couches qu'on puisse effacer, mais juste ça, ça nous suffit largement, ou un DWG sur lequel on va travailler. Bon, là, on n'est pas en DWG, mais ça, vous l'intégrez sur n'importe quel logiciel de DAO, et dessus, vous prenez vos cotes, vous voulez sortir une surface, vous sortez une surface. Alors là, il n'est pas nettoyé, il y a encore les meubles, il y a tout. Hein. Moi, les brutes de décoffrage. Ce qu'il faut voir, c'est le temps passé. C'est-à-dire qu'en 1 heure, on sort ce résultat-là. Vous ramenez ça, 100 mètres carrés, 1 heure, allez, 70 € de l'heure. Ça fait quand même pas cher du mètre carré, là où on va plutôt prendre en méthode traditionnelle du 2 € ou 3 € du mètre carré. Donc on est vraiment en train d'écraser les prix. Ça va venir très très fort. Donc d'ailleurs, on l'a vu récemment sur des appels d'offres, les méthodes traditionnelles sont en train de se faire écrabouiller. En interne avec des outils comme ça. En externe, je ne l'ai pas amené avec des drones. Mesurer un terrain aujourd'hui, j'ai un confrère qui est juste dans l'angle du salon. On sait qu'aujourd'hui, mesurer à l'extérieur, c'est pareil. C'est un drone, une caméra en dessous. Et puis, ça va nous faire 95% du travail. Et puis, il y aura un géomètre qui va intervenir juste pour caler 3-4 points les cibles de tout à l'heure. Parce que c'est vrai que c'est bien qu'elles soient calées et que ça soit à peu près juste. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'avenir du mesurage, il se dessine, ça va être la numérisation. Et qu'il faudra utiliser du nuage de points, des outils qui permettent d'exploiter du nuage de points pour demain. Parce qu'en fait, ça va être ça l'avantage, c'est que, comme ça t'est dit tout à l'heure, une fois que j'ai mon nuage de points, si je ne fais pas du BIM, c'est pas grave. Le gros intérêt, c'est que le jour où je voudrais faire du BIM, je l'ai mon nuage de points. Je ne retourne pas sur place, c'est fini, ça a été numérisé, sauf si ça a changé, bien sûr. Mais quelque part, j'investis pour l'avenir sans que ça me coûte plus cher, voire ça me coûte moins cher aujourd'hui de le faire en numérisé que de le faire en traditionnel. Donc il y a vraiment des questions qui se posent parce que la question numéro 1, c'est quand même le coût. Le BIM, c'est cher. La numérisation, c'est devenu très abordable. C'est devenu tellement abordable, et je vous le montrais tout à l'heure, Google est en train de réfléchir à des solutions avec ça. Il a un projet Tango, c'est de dire on va faire de la photo, et avec les photos, on va les assembler. Parce qu'on peut effectivement numériser avec un lidar, avec un scanner, mais on peut aussi assembler des photos, faire ce que, pour certains, ça va rappeler des vieux souvenirs, faire de la photogrammétrie. Mais aujourd'hui, le logiciel de calcul, il calcule tout seul. Ils prennent 3 photos, ils regardent les points qui correspondent, il y a une résolution suffisante, et ils vous montent un modèle. Et vous aurez votre nuage de points rien qu'avec des photos. Donc ça veut dire que demain, pour vous qui êtes des non-spécialistes de la mesure au sens géomètre du terme, même si on est très très proches historiquement, hein. On avait le même code APE, donc on se connaît bien. Mesurer sera peut-être accessible, comme aujourd'hui, prendre des photos accessibles un peu à tout le monde, quoi. Et du coup, pour vous, si c'est plus le mesurage, c'est sûr que c'est plus le mesurage qui est la valeur ajoutée. C'est ça la grosse révolution. Ce qui était effectivement, c'est plus la valeur ajoutée. Et en plus de ça, nos équipes où on avait des spécialistes de je vais sur place pour analyser ce qu'il y a à mesurer. Maintenant, sur place, il n'y a plus besoin d'analyser ce qu'il y a à mesurer, c'est sur le nuage de points. Transformer quelqu'un qui était habitué au terrain et à mesurer sur le terrain et lui dire maintenant, tu as 2 écrans et tu travailles sur des nuages de points, c'est quand même une transformation qui n'est pas automatique. Ça crée quand même des... Voilà, il y a de l'accompagnement à faire et ça ne marche pas quand même à tous les coups. Mais c'est sûr que notre valeur ajoutée, elle n'est plus dans le mesurage, elle va être dans l'interprétation de la mesure. C'est là que... C'est l'autre partie. Alors, j'ai pas des slides parce que c'est assez conceptuel, donc c'est quand même compliqué à... C'est là qu'effectivement, on a une intervention sur la qualification de ce nuage. Ça a été dit tout à l'heure par la comparaison du nuage avec un plan qui avait été fait par un géomètre. Je suis pas sûr que ce soit un géomètre d'ailleurs. Mais bon. C'est vrai que se pose la question quand même de la précision à un moment donné. Parce que nuage de points, c'est bien gentil. C'est pour faire quoi ? On l'a repris dans le groupe de travail numérisation. Il y a une espèce de consensus à dire 3-5 cm, ça peut aller. Ouais, ça peut aller, mais des fois, ça ne peut pas aller. Si je dois faire de l'aménagement et que je vais commencer à rentrer des choses préfabriquées et puis qu'il y a 3 cm de moins, je vais quand même un peu pleurer. Donc c'est là que nous, géomètres, on a toujours cette valeur ajoutée à amener, c'est de pouvoir qualifier la qualité métrique de la donnée.
les précisions qu'on a avec un système mobile, elles sont quand même inférieures. Voilà, on est dans le 1 à 3 cm. Avec un pharo, on est plutôt aux 0,5, on est dans le 0,5 cm. Donc c'est bien, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais si c'est pour sortir des cotes à 1 à 3 cm, le système mobile, il est très, très, très suffisant. Donc à un moment donné, il va quand même falloir qualifier la donnée pour que ceux qui vont l'utiliser ne se fassent pas avoir. Alors aujourd'hui, ça existe déjà. Je vous fais un magnifique plan DWG de votre terrain, issu du cadastre, d'une digitalisation, même pas d'utilisation. Je récupère sur cadastre.gouv le fichier DXF. J'ai un magnifique plan. Et tout le monde travaille dessus. Et alors on y va avec des super cotes. Puis bien sûr, on va mesurer, il manque 10 cm. Je vous dirais que des fois, on mesure, on donne le plan, on revient, le projet ne rentre toujours pas. Il y a toujours 10 cm d'écart. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas prendre nos cotes. Mais ça, c'est... Donc c'est vrai que c'est au moment où on implante que ça commence à coincer, qu'on nous dit c'est bizarre, le voile est chez le voisin. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Donc c'est un peu tard pour s'en apercevoir. Mais donc on va avoir ce souci de préciser la nature, la qualité géométrique. Et ça, c'est un vrai sujet. Et qu'on va retrouver notre métier de base, qui est la précision. Et de dire quelle précision on assure. Et quelle précision on communique. Et comment on assure que chacun utilise les données numériques en ayant une parfaite connaissance de la précision du document qu'on fournit. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, une fois que c'est vectorisé, alors en nuage de points, on le voit bien, parce que quand on agrandit, on voit plein de points, on dit, oh là, c'est pas précis. Le problème, c'est que de la vectorisation, j'ai vectorisé quelque chose, je peux faire du 1 sur 1, mon trait il sera toujours de la même épaisseur. Et il y a aussi cette notion de qualification de l'information, parce qu'il y a aussi un cadre juridique dans lequel vous intervenez. C'est le deuxième, c'est-à-dire j'ai repris, je ne sais pas où est l'interview que j'avais faite. Ah oui, c'est voilà. C'est à cause de je fais version TGV, je prends du retard. C'est qu'effectivement, on intervient, nous, en amont sur le 3D, la définition géométrique et la précision géométrique. L'autre donnée qui va s'intégrer à terme dans un BIM, c'est la définition juridique. C'est bien beau, j'ai bien un beau bâtiment, j'ai tous les murs, c'est bien, on sait quelle nature du mur, quelles sont ses caractéristiques. Il y a un truc tout bête, il est privatif ou il est commun dans une copropriété? Ça a quand même un peu son importance, quoi. Je suis chez moi ou je suis chez le voisin? je sais pas, je suis dans une volumétrie un peu complexe. Je suis où? Je suis en train de faire des travaux dans le volume du voisin ou je fais des travaux dans mon volume? Donc on va avoir cette couche juridique qui va venir se rajouter. Et donc on va amener, là encore, une certification supplémentaire sur des éléments, alors là on est dans le virtuel, effectivement, de qualification juridique. Et là, c'est là aussi notre domaine, c'est-à-dire que d'amener une certification, et là je fais justement c'est la transition pour... Magnifique. Ah oui, mais j'avais tout prévu. Hein. Donc c'est là qu'en fait, je dis souvent, nous en tant que géomètre expert, on va intervenir dans du 3D très en amont, qualification de la mesure, et puis très, très en aval sur ce qu'on appelle le 7D, c'est-à-dire effectivement comment je gère la donnée numérique, comment je gère les calculs de surface, effectivement, ça permet d'en sortir pléthore. Et vous savez qu'il y en a plein de caractéristiques de surface, entre l'utile, la surface de plancher où tout le monde s'y perd, après avoir oublié qu'il y avait de la chaîne, c'était pratique. Il va bien falloir quand même qu'il y ait des professionnels qui puissent dire voilà comment ça se calcule, et quelque part, je vous certifie la mesure, je vous certifie le calcul, je vous certifie les limites juridiques, à partir d'un document qui, peut-être à l'origine, aurait été un nuage de points fait par l'un de nous deux. Merci beaucoup. Jean-Yves Colas, justement, passage de relais. Merci. Cette utilisation du BIM pour l'usager derrière, pour oui. Celui qui est l'utilisateur final. Oui, l'utilisateur final, l'occupant. Ça marche pas. Voilà. Bon, d'abord une petite présentation de l'association Qualitel. Donc il y a un certain nombre d'acteurs, je ne vais pas tous les citer, mais il y a la tech, je précise, et pas dans le slide. Donc cette association est composée de l'ensemble des acteurs à l'acte de construire pour promouvoir la qualité du logement. Alors depuis le 2 janvier, Cercal, qui est une filiale de Qualitel, s'appelle Cercal Qualitel Certification, donc c'est tout frais. Voilà, scoop. Maintenant, concernant effectivement l'utilisation des données BIM dans la gestion du patrimoine. Donc, je vous renvoie au rapport de Pierre Mitt et de Franco Vorka
qui, d'après Pierre, que j'ai vu tout à l'heure, dit que c'était un excellent rapport, et je le confirme, a parlé de cette exploitation des données dans la gestion patrimoniale. Donc il y a une exploitation technique, évidemment, ce qui veut dire que les données des outils 3D, par exemple un plan de ferraillage, n'a aucune utilité dans la gestion patrimoniale. Donc il y a un filtrage à faire. Il y a l'accès aux informations techniques, il faut savoir qui a accès, comment. Instituer un carnet de santé, donc c'était la réflexion de ce rapport. Donc avec un passeport énergétique, avec des diagnostics réglementaires, un certain nombre d'autres choses qu'on va voir, et être dans un univers BIM qui soit interopérable, qui soit ouvert, qui soit transparent, qui soit ergonome, donc partageable par tous. D'ailleurs, à ce titre, on a lancé un groupe de travail sur le management collaboratif au sein de Cercal, qui devrait aboutir l'année prochaine et qui devrait amener à une certification, à être intégré dans la certification. Et puis le partage des informations, l'accès géré, sélectionné, et puis développer les échanges entre propriétaires, locataires et autres intervenants dans la gestion du patrimoine. Alors tout ça a amené dans ce rapport un certain nombre de propositions que vous voyez ici. Donc un passeport énergétique, imposer la délivrance d'un DO et d'un IO intelligent, c'est-à-dire numérisé, digital, faire converger l'ensemble des obligations réglementaires. Donc fort de tout ça, nous avons fait une esquisse de la carte vitale. Donc vous voyez les principaux éléments. Bon, on a essayé de reprendre les éléments essentiels et pertinents de notre réflexion qui correspondent un peu en grande partie aux recommandations du rapport de Frank Overka et de Pierre Mitt. Et puis il y a aujourd'hui une loi qui s'appelle la loi de transition énergétique qui est en cours de débat. Il y a l'article 4 bis qui parle du carnet numérique. Et ce projet de loi a été voté à l'Assemblée. Donc il y a eu un premier projet qui a été voté par l'Assemblée. Puis au Sénat, ils sont revenus, ils ont fait un groupement de sénateurs et de députés pour essayer de trouver une solution. Ils n'y sont pas arrivés. C'est reparti à l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote la semaine dernière. Et là, ça repart au Sénat. Donc cet article 4 bis fait partie de ce projet de loi. Donc il suit le mouvement. Donc j'espère qu'on aura une décision assez rapidement avant la fin de l'année sur ce sujet-là. Donc un exemple de carte vitale, c'est l'outil Giselle qu'on a élaboré depuis un certain temps, qu'on propose, à la fois avec la certification et hors certification. L'idée, c'est d'avoir la mémoire technique du patrimoine, de gérer l'information dans cette problématique de gestion patrimoniale. Et puis c'est aussi un outil de communication entre différents intervenants. Et ça répond à l'article 23 de l'ART 2012, c'est-à-dire avoir un système d'information sur la consommation, et l'article 55 de la loi Allure. Voilà l'outil Giselle. Alors il y a un petit film à passer qui vous montre cet outil dans son fonctionnement. Je vous laisse le passer. Giselle, c'est quoi? C'est un lieu d'échange et de stockage d'informations sur votre copropriété, ainsi qu'un espace personnel et confidentiel pour archiver la documentation de votre appartement et suivre vos consommations. Ah oui, intéressant. Et comment ça marche? C'est simple. Il vous suffit de vous connecter sur Internet à Giselle. Vous rentrez vos codes d'accès personnels et vous arrivez sur votre espace sécurisé en ligne. Et qu'est-ce que j'y trouve, plus concrètement? 4 types d'informations essentielles liées à la gestion de votre copropriété, l'historique technique de votre résidence, ainsi que les documents de gestion, par exemple, le suivi des travaux et des contrats d'entretien. À ceci s'ajoute une rubrique Actualité personnalisable et une messagerie qui permettent de recevoir, même à distance, des informations postées par le syndic ou le conseil syndical. Ça veut dire que je pourrais facilement, avec Giselle, rester informé de l'actualité de ma copropriété? Tout à fait.
Vous êtes alerté dès que l'un des membres du conseil syndical ajoute une information sur Gisèle. Vous pouvez même demander à votre syndic d'assurer la mise en ligne des documents en sa possession, comme les comptes rendus des assemblées générales, les comptes de la copropriété ou bien le carnet d'entretien de l'immeuble. Enfin une réponse à mon besoin de proximité et de transparence. Et concernant mon appartement, Un espace sécurisé vous est réservé. Vous y retrouvez le plan de votre appartement, le diagnostic de performance énergétique, mais aussi des conseils personnalisés pour bien utiliser et entretenir vos équipements. Le nettoyage de vos bouches d'aération ou le fonctionnement de votre programmateur de chauffage n'auront plus de secret pour vous. si je comprends bien, avec Gisèle, fini les papiers perdus. Exactement. Gisèle archive durablement toutes vos informations, l'historique de vos travaux et de vos entretiens, ce qui peut être un argument rassurant en cas de vente de votre bien. Vous pouvez aussi suivre mensuellement l'évolution de vos consommations d'eau et d'énergie en les comparant à la moyenne constatée en France et parer à une éventuelle fuite ou autre dysfonctionnement. Gisèle va même jusqu'à vous donner une estimation de vos dépenses d'énergie, notamment pour le chauffage et la production d'eau chaude. Un véritable carnet de santé pour mon appartement en fait. Oui, on peut dire ça. Et si vous louez votre appartement, vous avez la possibilité de créer un espace restreint pour votre locataire afin qu'il ait accès à certaines rubriques d'informations utiles, comme la mise en route et l'entretien des équipements ou le suivi de ses consommations. Gisèle est développée par l'association Qualitel, association indépendante à but non lucratif, qui a pour mission de promouvoir la qualité de l'habitat par la certification et par l'information du public. Alors, vous voyez sur ce film qu'il y a eu des partenaires qui nous ont aidés à développer cet outil. Il est, dans sa conception, il est simple, hein, c'est-à-dire on fournit le fond, c'est-à-dire l'outil, et il suffit d'intégrer sous des formats PDF ou autres les plans, les données, les informations, etc. Donc, et il se crée automatiquement le site internet de l'opération ou du patrimoine, et l'occupant peut aller directement sur son site et regarder ce qui se passe. Alors ça a aussi un intérêt pour le gestionnaire de localiser les installations techniques, d'avoir une information précise sur ces installations techniques. Au départ, lorsqu'on avait rencontré les fournisseurs de produits, d'équipements, les informations marketing étaient destinées à l'installateur. Difficile de l'utiliser pour l'utilisateur. Comment je nettoie ma bouche d'aération? Et là, on a fait un effort de remodifier ces informations pour le destiner aux occupants. Comment je nettoie mes bouches d'aération. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait peut-être vous poser une question. C'est effectivement sur cette partie Gisèle, si on avait un BIM, enfin en tout cas un DOE numérique, le bâtiment, le fameux avatar numérique du bâtiment physique, c'est finalement la fameuse passerelle qu'on a sur la partie exploitation immobilière. On a eu une conférence hier sur ce sujet-là, mais qui est très attendue, puisque l'idée c'est bien de descendre jusqu'à l'usager, jusqu'à l'exploitant, quel qu'il soit. Voilà, donc là, ici, vous avez effectivement une passerelle entre les informations techniques numérisées et l'utilisateur qui a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc là, vous avez une version copropriété, mais il y a une version aussi pour les organismes HLM qui sont gestionnaires de parcs. Et donc, l'information du locataire est aussi prise en compte. Voilà. D'accord. Et alors là, peut-être plus sur Anna et Alain, BIM de l'existant à la réhabilitation réalité, est-ce qu'effectivement on peut, dans ces fameuses maquettes faites à partir de scan 3D avec quel que soit l'outil, mais on voit que ça peut aller très vite, est-ce qu'on peut déjà commencer à travailler en BIM, donc avec des échanges en interprofessionnel sur la chaîne, effectivement dans une optique de réhabilitation derrière, pas seulement de numériser un existant. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à être une réalité, en tout cas pour nos chantiers tests expérimentaux qu'on mène au Pays Basque. On commence à avoir de plus en plus de personnes très intéressées pour faire du BIM. C'est souvent des architectes qui sont tout seuls, qui viennent nous voir et qui nous demandent si on connaît des bureaux d'études qui veulent faire du BIM avec eux. Donc c'est une très bonne... il y a une grande volonté des personnes de commencer à faire du BIM, de se rapprocher d'un réseau de partenaires qui leur permettrait de travailler ensemble. Donc ça fait, je vais dire, 1 an et demi qu'on sent un réel besoin des professionnels.
côté entreprise, il y a aussi de l'inquiétude, il y a aussi une volonté, mais je considère qu'en fait, il y a un manque de sensibilisation envers les entreprises et envers aussi la maîtrise d'ouvrage. Parce que finalement, la maîtrise d'ouvrage, on parle des scans 3D, on parle de BIM, ça dépend du degré de la sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage. Mais il y a certaines maîtrises d'ouvrage qui vont nous dire ça ne nous intéresse pas, nous on ne va rien y gagner, c'est plutôt la maîtrise d'œuvre qui devrait s'en occuper, je la laisse faire. Donc je pense qu'il faudrait avoir une sensibilisation un petit peu plus poussée, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire. Et pour le côté entreprise, je pense qu'il y a beaucoup d'autres outils qui ne sont pas vraiment liés à des outils BIM durs, c'est-à-dire, quand je dis dur, ça veut dire des longs logiciels, l'utilisation de tous les logiciels de conception. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont gratuits. Il y a beaucoup de visualisateurs qui vont permettre aux entreprises de commencer à mettre un pied sur la collaboration et le BIM. Donc je pense qu'on devrait peut-être commencer par là aussi. Et de la même façon, il y a d'autres outils qui sont gratuits pour des levées de réserve, par exemple, pour la gestion des chantiers, qui sont complètement partageables, interopérables, qui vont permettre une meilleure collaboration entre les acteurs. Donc ce que nous, on essaye de faire, c'est sur chantier, faire de la sensibilisation. Les entreprises ne vont jamais venir nous voir, nous, une petite association au Pays Basque pour se former au BIM. C'est plutôt nous qu'on se déplace sur les chantiers, faire un petit déjeuner avec eux et leur expliquer qu'avec une tablette, avec un visualisateur gratuit, on peut commencer à réfléchir BIM et collaboration surtout. Et pour les géomètres experts, comment ça se passe? Que vous parliez justement de conduite du changement, parce qu'en fait, c'est apprendre une nouvelle méthode de travail. C'est-à-dire qu'en fait, le problème d'un outil collaboratif, ça sous-entend que tout le monde collabore. Et c'est peut-être là la difficulté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le coût du BIM est assez élevé, c'est que si on est 2 ou 3 à échanger, ça me venait à l'esprit de dire, c'est comme quand le fax est arrivé ou les mails sont arrivés. Super, je peux envoyer des mails. C'est dommage, personne ne les reçoit. Ça n'a pas duré trop longtemps, heureusement. Et après, on s'en est plus passé. Là, c'est un peu la même difficulté. C'est-à-dire que si on travaille sur le BIM et que finalement, il n'y a que 1 ou 2 opérateurs qui sont intéressés, le BIM, il sera financé par ces 2-là. Il faut des passerelles pour ceux qui sont en dehors du BIM, puissent quand même accéder à l'information. Mais globalement, s'ils veulent des plans, on leur dit, vous voulez un plan, vous extraitez le plan. Enfin voilà. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, le visualiseur, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit accessible pour que les gens commencent à s'habituer à dire, je peux y aller, je vois ce que c'est, je ne travaille pas forcément dedans. Mais quand je m'habitue à y aller, voir que ça marche, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, mais tiens, plutôt que d'y aller juste pour voir, et si j'y allais pour faire. C'est peut-être ces passerelles-là qui manquent aujourd'hui, ce qui fait qu'on a des mondes séparés, des pro-BIM et ceux qui regardent le BIM en disant, pouf, j'espère que c'est pas contagieux, sinon je vais être malade. Sachant que cette partie visualisation, c'est là où on retrouve l'usager derrière, puisque lui, ça lui permet de naviguer dans son bien ou sa location. Oui, et puis pour les professionnels aussi, c'est un outil qui améliore la qualité. C'est-à-dire, on va vers une tendance de la gestion de la non-qualité par des fonctions, des fonctions de conflit sur les maquettes. On réfléchit, nous, à l'utilisation du BIM dans la démarche de certification. Pourquoi ne pas intégrer les éléments de la certification dans les outils BIM, ce qui réduirait les délais, ce qui permettrait d'intégrer directement la certification dans la conception. Voilà, donc c'est des choses en réflexion aujourd'hui. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un outil qui va améliorer très fortement la qualité des données, mais aussi le gain de temps dans le traitement de ces données et dans la gestion. La qualité et leur valeur. Et leur valeur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette notion de BIM? Robert Dossi, délégué du club de l'admiration d'habitat. Nous avons expérimenté 12 copropriétés récemment. C'est en cours d'ailleurs avec le plan construction et l'ANA. Et alors, monsieur le géomètre expert me fait penser à un de ses confrères, Pierre Blois, qui a été à l'origine un petit peu justement des caméras 3D en particulier. Et nous avons opéré sur une tour assez spectaculaire, la tour d'habitation Super Montparnasse, pas la grande tour commerciale, Super Montparnasse de 34 étages. Et ce que je veux dire, c'est que grâce à ces caméras 3D opérées par Pierre Blois et son équipe, on a pu reconstituer les plans, car la plupart du temps, sur les 12 copropriétés, on n'a rien retrouvé comme trace, ce qui vient illustrer un petit peu ce qui vient d'être dit. Mais deuxièmement, à partir de cela, il y a une maquette qui a été faite
Et avec cela, la présidente du conseil syndical, la nouvelle, elle a dit « Vous m'avez aidé à me convaincre qu'il fallait faire de la rénovation de cette tour ». C'est donc le premier argument. Donc, au niveau des usagers, des petits maîtres d'ouvrage, ça a été beaucoup plus facile pour dialoguer avec l'ensemble des copropriétaires. Il y en avait 235, je crois, au sein de la tour, hein, premièrement. Et comment dirais-je, alors l'architecte qui était le parrain de l'opération pour le club, c'est François Pellegrin, que vous connaissez bien. Et donc, on a réussi, c'est en cours, les travaux vont s'achever en fin d'année. Et on a travaillé avec l'Agence pour le climat à Paris de façon très satisfaisante, hein. Alors, je voulais vous donner donc cet exemple qui est intéressant. Et le BIM a donc été très largement utilisé dans cette opération. Merci. Merci pour le témoignage. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut bien retenir. On a parlé qualité de l'information. C'est accès à l'information et compréhension de l'information. Et l'exemple que vous donnez de dire finalement les gens ont compris parce qu'ils ont vu un objet 3D. On est tous habitués dans nos métiers à lire des plans. Et du plan repassé sur... Il y a plein de gens, ils ne comprennent rien, hein. Si on ne leur montre pas les volumes, si on ne leur explique pas, c'est très très abscon. Donc effectivement, le 3D permet d'expliquer des choses qui sont très difficiles à expliquer en 2D. Et du 3D, on peut faire aussi quelque chose de très intéressant, c'est géolocaliser de l'information. Et parce que c'est bien d'avoir de l'information dans des fichiers Windows, quand on a une photo d'un immeuble et dire « elle est où la photo ?», c'est vrai qu'elle serait nettement mieux géolocalisée dans un modèle 3D. C'est vrai que si c'est un BIM, c'est merveilleux, mais ne serait-ce qu'un modèle 3D qu'on puisse géolocaliser les choses. Et là encore, vous revenez sur l'avantage, ça a été cité tout à l'heure, de Google Street. Qu'est-ce qu'a fait Google ? Il a géolocalisé de l'information. Et ça, c'est l'arme absolue pour accéder à l'information quasiment en temps réel. Et là, du temps, on en gagne. Et quand on gagne du temps, économiquement, ça vaut le coup d'investir dans le BIM. Oui, bonjour. Toute nouveauté amène ses lots d'inconvénients. Est-ce qu'on a commencé déjà à lister les inconvénients ? Vous parliez des mails. Les mails, maintenant, on en reçoit tous. Et 3 minutes plus tard, on vous appelle, c'est « t'as reçu mon mail, t'as pas répondu », etc. Et l'informatique aussi au niveau des plans, c'était pareil. Avant, un archi qui faisait son sous-cul et puis mettait à l'encre quand tout était bien clair. Alors que maintenant, en informatique, les gens ne réfléchissent pas avant, ils commencent par dessiner, ils réfléchissent après, ou quand quelqu'un d'autre leur dit t'as une gaine d'ascenseur qui sort du toit, quoi. Donc, toute nouveauté amène des inconvénients. Est-ce que dans les expériences qui ont déjà eu lieu, est-ce qu'on a déjà commencé à lister les gros inconvénients qui seront incontournables ? Il y a deux gros inconvénients que je vois. Le premier, qui n'est pas lié spécialement à nos activités, c'est la dématérialisation de l'information. Parce qu'en fait, on est censé pouvoir travailler juste avec un écran aujourd'hui, puisque tout est dématérialisé. Il y a des PDF, il y a tout ce qu'on veut. Le mail fait partie de ce côté dématérialisé. Quand il fallait envoyer un courrier et mettre un timbre dessus, on n'en envoyait pas 50. Aujourd'hui, on met copia et c'est réglé. Donc, oui, mais avant, on réfléchissait avant de... Mais en fait, la numérisation n'empêche pas de réfléchir. C'est justement ça, c'est peut-être ça le problème, c'est plutôt réapprendre à réfléchir pour utiliser l'outil numérique. Après, l'autre difficulté qu'on rencontre, et ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on commence à manipuler des poids de fichiers assez conséquents. Un nuage de points, on ne l'envoie pas par Internet, hein. Ou alors il faut être patient, même avec de la fibre numérique. Donc ça sous-entend d'avoir des grosses capacités d'ordinateurs. Alors c'est vrai que ça va très très vite, on a des ordinateurs hyper puissants aujourd'hui, mais on s'aperçoit que la demande, le besoin, il suit, voire il devance la puissance des ordinateurs. Donc on arrive à des trucs où pour utiliser du nuage de points, on dit tiens j'ai un super PC dernier cri, bah, c'est pas encore assez puissant parce qu'il manque de la RAM, il manque des choses. Donc c'est quand même aussi une course à l'investissement qui renchérit et qu'on se dit finalement... Mon disto à 150 €, je fais la même chose avec. Et donc le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier le traditionnel. Enfin, je veux dire qu'il ne faut rien oublier. En fait, la compétence, elle reste. On a eu une intervention hier sur la partie construire et exploiter. Antoine Ferré réexpliquait qu'il faut toujours définir l'usage, les processus métiers. Donc, numériser... on peut tout numériser, ça permet au moins d'avoir cette information. Mais de toute façon, il y a ce travail sur l'information à définir. Par exemple, Jean-Yves Collas en parlait, pour la partie usagée, ce ne sont pas les mêmes informations qui vont être extraites. Donc, c'est cette partie amont de réflexion, hein, plus en amont de quelle information on veut récupérer. Donc, il n'y a pas
il n'y a pas ce levier-là, en tout cas. Il y a déjà ces réflexions. Je vous conseille de venir à la conférence sur la partie effectivement convention BIM et sur la partie aussi cycle de vie, puisque l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on collabore et du coup comment est-ce qu'on définit ce qu'on attend des autres professions et des niveaux de détail dans ce qui s'échange. Juste pour rebondir, je suis d'accord avec vous, la remarque est pertinente. Connaissez-vous le numéro de téléphone portable de vos proches ? Vous êtes obligé de prendre votre téléphone pour... On a perdu cette notion de mémoriser des informations importantes. Je pense que plus on numérise, moins on a un risque d'être, je dirais entre guillemets, un peu feignant et dépendant. Donc il faut conserver son esprit critique, il faut conserver sa capacité d'analyse et aussi conserver la possibilité de mémoriser des informations essentielles. Je suis d'accord avec vous sur cette remarque. Je vous remercie beaucoup. Je vous engage à venir voir les conférences cet après-midi, notamment aussi sur la formation, puisqu'on parlait de conduite du changement. Et demain matin, notamment à 11h15, sur cette convergence plan de transition numérique, plan de transition énergétique, puisque c'est de ça dont il est question. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.